Donc, j'appuie sur le, ici. Allez-y. OK. Alors, vous savez ce qu'on va faire, c'est que fermer celui-là, ça évite. Voilà. C'est bien pour super. Bien, bonjour à tous. Donc, ma présentation s'appuie sur les travaux et sur l'expérience acquise par les agropédologues de la Chambre d'agriculture de la Somme depuis une douzaine d'années dans la protection des sols lors des travaux d'aménagement et d'infrastructure, avec un objectif qui est d'assurer de la réversibilité, c'est-à-dire la récupération du potentiel agronomique de notre point de vue d'une parcelle agricole après une occupation temporaire plus ou moins longue. C'est tout. OK. Parfait. Alors, mais déjà, qu'est-ce que c'est qu'un agropédologue? Alors, alors déjà, pour me présenter, hein, donc moi, je suis Olivier Suc, je suis agropédologue à la Chambre d'agriculture de la Somme. Et donc, un agropédologue, je croyais qu'il n'existait pas vraiment de définition. C'était un terme qu'on utilisait entre nous. Mais en fait, si, un agropédologue, c'est celui qui pratique l'agropédologie. Et il y a une définition, en tout cas, d'un prof de Nancy, qui résume bien ce que c'est. C'est la somme des connaissances et des compétences qui permettent de définir en même temps que le degré d'évolution des sols, leur potentialité agronomique. Donc, c'est bien ce que l'on fait, c'est bien dans ce cadre-là que l'on agit. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, une chambre d'agriculture, la boutique pour laquelle je travaille, c'est un organisme consulaire, hein, comme les chambres de commerce, les chambres d'industrie, etc., les chambres de métiers. C'est un organisme qui est centenaire. On a fêté en 2024 le centenaire des chambres d'agriculture. Un organisme dirigé par des élus. On va avoir des élections dans quelques semaines, et qui a pour mission à la fois de représenter l'agriculture auprès de l'État et de participer au développement agricole, notamment grâce à des prestations auprès des agriculteurs ou de collectivités, etc., des prestations de conseils techniques, économiques, etc. Alors, une petite particularité en ce qui nous concerne, on a une spécificité dans nos missions. Mon collègue Olivier Ancelin, qui doit être en ligne de l'autre côté de l'écran, et moi-même, nous travaillons en prestation de services dans le cadre d'un bureau d'études qui est structuré autour d'une marque, la marque Teralto, que vous voyez sur les diapos, ce qui est assez original pour les chambres d'agriculture. Alors, les projets d'aménagement et la doctrine ERC appliquée au sol, en fait, depuis le début des années 2010, le ministère en charge de l'environnement a élaboré une doctrine comportant une séquence destinée à éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel. Sophie vous en a parlé tout à l'heure. Et elle s'applique à tous les projets lors des procédures administratives, on va dire, d'autorisation, pour faire simple. Eh bien, on a essayé d'appliquer ça à la protection des sols cultivés, en ce qui nous concerne, et voilà comment nous l'avons traduite. On va retenir quelques termes. Dans un premier temps, il s'agit d'éviter autant que possible la consommation des espaces agricoles. Quand on a évité autant que possible, eh bien, il faut essayer de réduire au maximum les emprises nécessaires. Et puis enfin, il faut compenser cette perte de surface cultivée. Alors c'est là que se pose la question de comment on fait et qu'est-ce qu'on compense. On fait deux propositions de compensation. C'est préserver les matériaux issus des terrassements pour reconstituer des parcelles ou améliorer les parcelles existantes, par exemple. Et puis, restituer les parcelles utilisées dans le cadre d'une occupation temporaire plus ou moins longue. Alors, concrètement, comment on préserve ces propriétés agronomiques des sols agricoles? Alors déjà, qu'est-ce qu'un sol? Alors, Sophie vous en a déjà largement parlé, donc je ne vais pas insister trop longuement. Vous avez une définition ici qui est issue du site de l'Association française d'études du sol. C'est une définition un petit peu longue qui est, je vais passer directement là-dessus, mais disons que c'est une définition un peu officielle et consensuelle qui est issue
d'un douloureux travail de concertation des pédologues. Souvent, on met deux pédologues dans une même assemblée, il y a trois avis qui en ressortent, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, on va se concentrer sur trois ou quatre termes qui sont eux aussi issus du site internet de l'Association française pour l'étude du sol. Voilà, les sols se distinguent des roches par leurs propriétés chimiques, physiques, morphologiques et biologiques. Donc, on va retrouver les trois termes qui ont déjà été largement évoqués depuis tout à l'heure, chimique, physique et biologique. Donc, ça, il faut retenir ces aspects-là. Ils constituent l'habitat d'un très grand nombre d'organismes vivants. Donc là, on va retenir le terme habitat. Ils fournissent des ressources indispensables aux végétaux. Donc là, on va retenir les termes ressources et végétaux. Et ils sont le support de nombreuses activités. Donc on retiendra également support et activités. Activités humaines qui sont ainsi donc au cœur de nombreux enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Enfin, il y a juste un petit, alors je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, mais voilà, j'avais un petit, voilà, une petite manip à faire pour vous expliquer un petit peu cette notion comment dire, de rareté des sols, de nos sols cultivés en particulier. Alors, je prends l'exemple d'une pomme. Donc, si vous ne la voyez pas à l'écran, voilà, vous avez une pomme. L'idée, c'est que cette pomme, elle représente notre planète Terre. Et eh bien, quand on a enlevé les surfaces qui sont des surfaces maritimes, ben, il reste à peu près un tiers de la surface du globe qui sont des surfaces émergées. Sur ces surfaces émergées, il y en a 40% qui sont, enfin 60% qui ne sont pas utiles à l'agriculture. Ce sont des déserts, des glaciers, etc. Il va rester donc une toute petite part, et dans cette petite part qui peut éventuellement avoir une vocation agricole, eh bien, il y a des prairies notamment, pour faire simple, qui ne peuvent pas être mises en culture. Et donc les surfaces cultivées, bah, c'est à la fin quelque chose comme 5%, moins de 5% de la surface du globe. Et puis là, il faudrait même prendre un couteau économe parce qu'en fait, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, ce qui nous intéresse, nous, pédologues, ça représente quelques mètres ou quelques décimètres à la surface du globe. Donc, c'est voilà, la peau de la pomme qui nous intéresse sur 5%. Donc, c'est très rare et on ne peut pas en faire, voilà, on peut pas les renouveler très rapidement. Voilà. Donc, quand on a vu que c'était rare et qu'il fallait les préserver, ces propriétés, bah, qu'est-ce qu'on va essayer de préserver en priorité? Alors là, je vais revenir sur une notion de fertilité des sols, hein, ce qui nous intéresse dans le contexte d'un sol utile à l'agriculture. Cette fertilité est le croisement des paramètres physiques, chimiques et biologiques. Donc, c'est sur ces trois paramètres que vont fonctionner un tas d'interactions qui sont schématisées sur l'écran et je ne vais pas passer en revue les unes après les autres. Mais disons que ces interactions, elles sont en équilibre mutuel et que dans ces trois paramètres, la composante biologique, c'est sans doute celle qui est la plus fragile et celle qui ne peut s'installer que si les deux autres sont en place. Et là, malheureusement, on va s'arrêter là-dessus, on va faire un stop et on va dire, bah, quand on a un projet d'aménagement qui impacte un sol agricole, bah, malheureusement, on est obligé de faire des consensus et des sacrifices, et on sait que la partie biologique, c'est elle qui va prendre en premier. C'est celle qui va être la plus impactée. Et donc, quelque part, on sait que forcément, c'est elle qui va être sacrifiée en premier. Et donc, si on veut faire en sorte qu'à terme, ces propriétés biologiques reprennent leur fonction, il faut absolument préserver les deux autres qui sont un peu plus faciles à préserver. Donc, en priorité, il va falloir préserver les propriétés physiques et chimiques. Alors, comment on procède? Alors, concrètement, voilà les 5 principes qui doivent être appliqués. C'est les 5 principes de préservation du potentiel agronomique qui ne sont pas ni hiérarchiques ni chronologiques, hein, elles s'appliquent simultanément. Alors, je vais les lire. C'est le non-mélange des couches de sol agricole, la prévention des phénomènes de tassement, la stabilité et l'importance des sols reconstitués, la préservation de la qualité physico-chimique et sanitaire et la maîtrise des adventices, et le bon fonctionnement hydrique des sols reconstitués. Alors, ces 5 principes
ont été mis écrits pour la première fois de manière aussi synthétique lors de notre rédaction des propos liminaires du guide qu'on a appelé le guide Technosolutions, qui a été rédigé en préparation des travaux du canal à grand gabarit, le canal Seine-Nord-Europe. Alors, comment on procède quand on est face à un chantier comme celui-ci? Pour la mise en œuvre, l'accompagnement des chantiers par les agrépodélogues, je crois que ça fonctionne en 3 temps. Il y a une première étape qui est une série d'études préalables. Je vais citer quelques exemples. Notamment, ça commence très souvent, même pratiquement tout le temps, par une caractérisation du site avec une cartographie des sols. Donc là, le pédologue cartographe est nécessaire. Donc prospection à la tarière, fosse pédo, analyse, etc. Ensuite, il y a toute une étape de dimensionnement, c'est-à-dire qu'on va dire, en fonction des types de travaux, par exemple, il faut le plus souvent décaper, protéger au moins la terre végétale en surface. Où est-ce qu'on la stocke, etc. Voilà, ça fait partie de ces règles de dimensionnement et ça aboutit à la rédaction de protocoles généralement co-construits avec les commanditaires et les entreprises. La deuxième étape, c'est évidemment le suivi du chantier. Je reviendrai là-dessus à d'autres occasions, mais c'est vraiment indispensable. On est présent aux réunions hebdomadaires de suivi de chantier, etc. Et on est là jusqu'à la remise en état finale, la restitution de la parcelle à l'agriculteur. Et puis, le chantier est terminé, les engins sont sortis du champ depuis déjà quelques mois, mais pour nous, on considère que le travail n'est pas terminé, le temps qu'on n'a pas entrepris un suivi agronomique 1, 2, 3 ans généralement après la restitution de la parcelle, ce suivi agronomique qui nous permet de mesurer ce qui a été fait et d'en tirer des conclusions et d'entrer dans une boucle d'amélioration continue grâce à un retour d'expérience. Alors, je vais vous donner quelques diapos là, qui sont issus d'un travail qu'on a fait pour le compte d'EDF dans le cadre du projet EPR2 de Panly en Seine-Maritime, sur une parcelle de 10 hectares 50 qui est située à l'entrée du site nucléaire de Panly et qui est destinée à recevoir différents aménagements durant la construction des 2 réacteurs EPR2 dont le chantier démarre. Donc, les documents existants et les sondages à la tarière à main réalisés sur le site donnent des sols assez homogènes. Je pense que j'ai une diapo avec une carte des sols. Voilà, donc c'est vraiment une carte qui, pour le coup, est très simple. On est sur une situation de plateau, donc on a des sols limoneux et de nature assez homogène sur l'ensemble de ces 10 hectares 50 à une petite exception près sur un des paramètres, mais voilà, il n'y a pas de grande difficulté sur la nature des sols. Il y a quelques sondages qui ont fait l'objet de prélèvements d'échantillons pour des analyses à 3 profondeurs différentes. Et ces analyses, elles ont plusieurs intérêts. Déjà, on va voir que ici, on a des sols qui sont très homogènes. Donc, vous voyez dans le triangle des textures qui est affiché là à l'écran, vous avez une petite zone avec des points qui sont groupés dans un nuage relativement resserré et qui représentent les textures limono-sableuses que l'on retrouve dans cette situation des sols de bordure maritime, là, en haut de la falaise à Panly. On a des sols qui sont lessivés, donc des néoluvisols, c'était sur la carte précédente. Et donc voilà, granulométrie des éléments minéraux qui est assez homogène, ce que je viens de dire, des analyses chimiques qui sont relativement simples, hein, mais qui permettent de disposer de traceurs très intéressants pour identifier les différentes couches de sol. Donc là, vous avez les 3 sites, les 3 analyses, les trois sondages qui ont été analysés, bleu, rose et vert. Et pour chacun de ces sondages, vous avez chaque ligne représente une couche du sol. Donc, une strate, je ne parle pas d'horizon en l'occurrence ici parce que c'est des épaisseurs standardisées de 30 cm. Et ces analyses, elles vont nous permettre d'avoir des traceurs, notamment par exemple les teneurs en matière organique ou en phosphore, qui sont tous deux des paramètres qui sont très inféodés à la profondeur et donc beaucoup plus concentrés en surface. Et cela permettra d'identifier les couches de ce qu'on appelle la terre végétale, voilà, pour avoir un discours un peu commun, un vocabulaire un peu commun avec les entreprises du monde du travaux public.
y compris après plusieurs années en dépôt. Alors, dans les préconisations, on va avoir identifié donc les couches de matériaux à protéger, et donc on peut estimer les volumes à isoler par décapage, compte tenu de l'utilisation en termes de plateforme de cette parcelle. Donc, une première préconisation, ça va être ici de limiter la hauteur des dépôts, par exemple 4 mètres pour la terre végétale, et des dépôts qui ne doivent pas dépasser 6 mètres de hauteur pour la sous-couche. Au-delà de ces épaisseurs, en fait, il y a des phénomènes de tassement naturel des matériaux qui vont compromettre le maintien de la porosité interne de ces matériaux, et donc des problèmes de structure, des problèmes physiques sur les paramètres physiques du sol. Donc, porosité, problème de circulation de l'eau, de l'air et de l'activité biologique. Et puis, juste pour info, en Suisse, la hauteur des tas de terre végétale est limitée à 2,50 m et c'est réglementaire. C'est-à-dire que là, on ne peut même pas déroger, il n'y a pas de consensus ou de compromis à obtenir. Voilà, c'est maximum 2,50 m. Donc, 10 hectares sur 30 cm stockés sur 2,50 m, il faut encore trouver 10 hectares pour les stocker, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Donc du coup, on fait quelques préconisations sur la forme et sur la localisation de ces dépôts. Donc ici, l'emprise des dépôts, des couches décapées doit être donc pris en compte. Et ici, il y a plusieurs hypothèses qui ont été envisagées. Des dépôts de forme tabulaire ou des dépôts en cordon, en tenant compte notamment de la circulation de l'eau à la surface de la parcelle. Voire des cordons superposés qui ont été imaginés dans ce contexte pour essayer de gagner un petit peu de surface. Cette dernière configuration, même si elle permet de gagner de la surface, ça implique des manipulations plus complexes pour que la terre végétale soit en dessous de la sous-couche, alors que voilà, on les décape dans un ordre différent. Alors justement, en termes de décapage, dans le domaine des préconisations, en dehors des épaisseurs de décapage, on va aussi avoir quelques préconisations sur les moyens de réalisation. Par exemple, on préférera un décapage à la pelle hydraulique. Vous avez ici l'exemple d'un chantier gazier où sur l'intégralité du linéaire, la terre végétale a été décapée sur plus de 30 mètres de large. C'est une véritable autoroute sur plusieurs kilomètres. Décapage à la hydraulique. Ça, c'est un moyen privilégié. Ça a fait ses preuves et on évitera absolument de recourir aux bennes racleuses, les scrappers. Ça, c'est absolument préjudiciable au maintien des propriétés physiques des sols. La constitution de ces dépôts, donc je l'ai dit tout à l'heure, sur les hauteurs de terre à stocker, j'en ai parlé. Mais pour le matériel à utiliser, c'est pareil, on préférera une réalisation des dépôts avec une pelle hydraulique à chenilles depuis le pied du tas, plutôt que depuis le haut du tas. Et le matériel de transport est absolument proscrit. On interdit de circuler les dumpers, enfin les tombereaux, sur les dépôts. Alors, il y a un compromis pour la réalisation des dépôts avec des pelles à chenilles qui montent sur le tas. Mais dans ce cas-là, on préconise les chenilles LGP, enfin Low Ground Pressure, enfin les chenilles marées, qu'on appelle généralement. Ça peut être une solution, mais dans tous les cas, on va essayer d'éviter toutes les pressions qui dépassent les 0,5 kg par centimètre carré sur des sols, et notamment sur des dépôts de terre végétale. Pour la forme de ces dépôts que on essaie de préserver sur une durée assez longue, là aussi, on fait des préconisations. Pas de chevauchement des matériaux. On proscrit donc ces chevauchements, sauf des cas très particuliers que j'ai évoqués tout à l'heure. On doit créer une légère pente pour favoriser l'évacuation des eaux de ruissellement. Les dépôts doivent être enherbés dès que la durée de stockage prévue est supérieure à 6 mois. Et les dépôts de longue durée doivent être accessibles pour leur entretien. Alors, en quoi ça consiste, l'entretien des dépôts?
Justement, on a de l'enherbement, ça c'est absolument indispensable pour éviter justement la multiplication des adventices et puis la multiplication du stock de mauvaises graines sur la terre végétale et dans les couches agricoles en général. Donc, il s'agit de broyer ou de faucher régulièrement, mais c'est-à-dire 2 ou 3 fois par an, hein, la végétation qui a été implantée, ou éventuellement de mettre en place un pâturage léger sur ces dépôts. Et en préconisation d'entretien, on peut dire aussi que chaque dépôt doit être protégé et identifié pour la traçabilité des matériaux et protégé avec des clôtures, des panneaux et notamment l'interdiction de dépôts sauvages parce que voilà, il n'y a rien qui attire plus un dépôt sauvage qu'un tas de terre. Alors là, on s'est concentré sur la protection des matériaux qui avaient été décapés, mais on souhaite protéger la parcelle et ce qui reste en place. Donc là, il faut essayer de protéger, je vous ai parlé tout à l'heure des problématiques de tassement et notamment en profondeur. Et donc sur cette plateforme, on va essayer de mettre en place des protections qui seront adaptées à la charge et à l'usage. Notamment, est-ce que c'est un usage statique ou dynamique? Est-ce que c'est une piste de transport, par exemple, ou est-ce que c'est plutôt une plateforme pour installer des bureaux provisoires, ce genre de choses? Et donc, on peut soit mettre une piste en grave sur bidim ou des plabords ou des plaques de protection selon l'usage. Et puis, la question de la remise en état est abordée dès l'étude préalable. Mais en fait, après quelques mois ou quelques années, ou voire même de longues années d'utilisation, entre guillemets, temporaire, il est absolument nécessaire, une fois qu'on a évacué toutes les infrastructures en place sur le site, de faire un diagnostic de l'état du sol afin d'adapter les préconisations. En général, avant la remise en place des matériaux, il va être demandé de faire un décompactage de l'ensemble de la surface. Et ces moyens de décompactage, ils devront être mis en œuvre et validés par la réalisation de planches d'essai. Donc là, on pourrait évoquer l'exemple qui d'ailleurs est en photo, oui, pour certaines de ces photos à l'écran, l'exemple des moyens qui ont été mis en œuvre sur le décompactage du chantier de la liaison gazière Hauts-de-France 2 entre Dunkerque et le département de l'Oise, où voilà, on a eu des charges considérables qui ont circulé sur des parcelles agricoles préalablement décapées, et nous, on envisageait que le matériel adapté pour décompacter une parcelle agricole, c'était du matériel agricole. En fait, on s'est rendu compte que quand on faisait circuler du matériel qui pèse 80 tonnes l'unité et qu'il se suive à la queue leu pendant des mois, la parcelle agricole était devenue une autoroute et que pour décompacter une autoroute, c'est pas un tracteur aussi puissant soit-il qui fonctionnait. Donc là, on a eu recours à du matériel de TP, hein, donc un bulle à chenille avec des rippers qu'on a fait aménager, dont on a fait aménager les dents avec des ailettes qui permettent de se rapprocher du fonctionnement d'un décompacteur agricole. Et grâce à ça, on a pu retrouver une porosité le REX, enfin, le retour d'expérience après plusieurs années d'observation des parcelles a montré qu'on avait bien fait de recourir à ce type de matériel. Enfin, en fonction de la durée d'utilisation de la parcelle, on va souvent préconiser un enherbement total de la parcelle. Et ça peut aller jusqu'à 3 ans. Et c'est pendant cet intervalle que, si on a bien fait son travail sur la préservation des propriétés physiques et chimiques, vont se réinstaller les propriétés biologiques. C'est-à-dire que pendant 3 ans, un enherbement, une couverture végétale, et on retrouve les matériaux vont se remettre en place avec le tassement hydraulique, hein, le fait des précipitations, et puis l'installation des systèmes racinaires de différentes formes va permettre de recoloniser les horizons du sol et de recréer cette activité biologique. Juste un mot sur les aspects humidité, parce qu'en fait, lors des opérations de suivi sur le terrain, les agropédologues utilisent un référentiel des humidités limites en fonction des opérations. Et c'est ce tableau un petit peu complexe qui va permettre de déclencher des seuils d'alerte pour éventuellement envisager un arrêt de chantier ou l'arrêt de certaines activités du chantier qui sont préjudiciables à la préservation du potentiel agronomique de la parcelle.
Donc là, je vous ai montré un petit peu tout ce qu'on essaye de faire et tout ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour protéger les parcelles. Ça paraît du bon sens et en effet, ça l'est. On n'a pas la prétention d'avoir un discours hautement scientifique quand on va sur le terrain pour protéger nos sols. Mais c'est effectivement du bon sens, mais l'expérience montre que bah, ce bon sens, il n'est pas toujours appliqué parce que les conditions des chantiers font que c'est pas toujours évident. Donc, ce que je vous propose là, c'est quelques diapos qui vont vous montrer un petit peu quelques photos qui montrent en fait, ce qu'il ne faut pas faire. Donc la première ici, on a l'exemple d'un travail sur un sol trop humide avec la génération d'ornières. Et donc qui dit ornière dit mélange des couches. Hein, voilà, nos couches de sol, c'est à peu près 30 cm pour la terre végétale dans les sols profonds du nord de la France, quand on fait des ornières de 30, 40, 50 cm, on a forcément un gros mélange qui s'opère, donc une dilution des éléments fertilisants et une perte de fertilité. On a aussi carrément l'absence de tri des couches ou le chevauchement des cordons. Vous avez ici une pelle qui est en train de creuser une tranchée pour une canalisation de gaz, une petite canalisation de gaz. L'emprise du chantier n'était pas suffisante, donc les deux cordons craie et sous-couche se superposent, et donc au remblaiement de la tranchée, on aura sans doute de la sous-couche au fond de la tranchée, quoi. Donc voilà, encore une fois, de la perte de matériaux. Ce qu'il faut également éviter, c'est les tranchées mal compactées. Je vous ai parlé du danger du tassement, mais on a aussi le danger d'un sol mal remis en place. On a ici sur la photo en haut à gauche une parcelle avec des jeunes céréales, et on voit dans un coin de l'écran un petit panneau rouge qui représente le passage d'une ligne électrique souterraine dont on a suivi le chantier. Et eh bien, on voit les ornières du tracteur qui sont nettement plus profondes à l'endroit du passage de la ligne souterraine, puisque les matériaux n'étaient pas suffisamment compactés en profondeur, et donc on a un affaissement au droit de la tranchée. La lutte contre les déchets, le salissement des parcelles, donc ça c'est problématique. Hein. Je vais juste donner une illustration. Hein. Dans notre région, on a la plus grande conserverie d'Europe, hein, Bonduelle, à Étrémons, à côté de Péronne, dans la Somme. Quand ils voient arriver un morceau de verre, un morceau de plastique ou quoi que ce soit dans une benne de haricots verts ou de petits pois, c'est refus du camion. Et s'il y a 2 ou 3 bennes qui arrivent avec le même problème de pollution, c'est refus de la parcelle. Donc, il y a un enjeu. Enfin, tout le monde le comprend. Personne n'a envie de retrouver un morceau de bidine de géotextile dans sa boîte de conserve. Et enfin, 2 dernières diapos pour parler plutôt des problèmes de tassement. Enfin, il y a encore une photo qui montre un problème de circulation sur les dépôts avec des pertes de matériaux et de la compaction. Et cette compaction, elle se traduit souvent par des sols qui bleuissent, hein, et qui sont privés d'oxygène. Donc, on voit des couleurs qui deviennent gris-bleu, qui sont caractéristiques. Donc là, c'est des mottes qui ont été prélevées en surface, hein, d'une parcelle là, il y a quelques jours à côté d'Amiens. Dans la même parcelle, on a fait 2 sondages à la tarière à main à moins de 30 mètres l'un de l'autre. Sur la partie gauche de la photo, vous avez la parcelle témoin avec la matière organique, dont on voit la couleur beaucoup plus foncée sur les 30 premiers centimètres en haut de la photo, en haut de l'écran. Voilà, le sol en place, la matière organique bien localisée sur les 30 premiers centimètres. Et puis la photo de droite, parcelle décapée pour les recherches archéologiques préventives. Bon, il y aurait long à dire sur les archéos. Et puis renappé, et donc là, un mélange absolument déplorable de l'ensemble des matériaux et une dilution totale de la matière organique dans l'ensemble du profil. Donc là, une perte définitive de fertilité, accompagnée de problématiques de tassement qui ont nécessité une reprise de l'intégralité de la parcelle, là encore, au bulle et au ripper. J'avais encore une photo, mais j'en ai déjà parlé, donc je vais passer. Mais c'est des problématiques d'enherbement avec des tas qui ne sont pas couverts. On a de la végétation spontanée, ou alors des tas bien entretenus avec une végétation rase. Ma diapo de conclusion. Donc je rappellerai que la démarche de protection des sols lors de ces chantiers d'aménagement, etc., c'est une démarche qui est en 3 étapes complémentaires.
et qui permet une boucle d'amélioration continue, hein, une étape d'études préalables, rédaction de protocoles, un suivi du chantier et un suivi agronomique qui permet d'être mieux-disant sur les études préalables suivantes. Ce sont des principes de bon sens, je l'ai dit, qui sont mis par écrit dans des protocoles, mais ils ne sont pas toujours suffisants. Il faut pouvoir s'adapter aux conditions du chantier, donc il faut être présent sur les chantiers. Il y a vraiment des différences entre les protocoles et la réalité, et souvent les problèmes surgissent dans ce qui n'a pas été prévu. Et à l'expérience du terrain, on a adopté une sorte de maxime, hein, en matière de protection des sols. On peut dire que finalement, gros chantier, gros problème, petit chantier, gros problème. Voilà, pour terminer, j'ai juste une diapo avec quelques références. Le site de l'Association française pour l'étude des sols, sur lequel j'ai pris quelques éléments, des infos sur le projet EPR2, dont sont issues certaines diapos, et puis le guide Technosolutions qui a été rédigé dans le cadre du projet du canal Seine-Nord Europe. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Bon, maintenant, des questions dans le fil d'actualité, de discussion peut-être? Là, c'est des choses que je n'ai plus rien ici, donc je vais regarder sur l'autre. Ouais. Eh oui. En fait, ça, c'est un compromis. Juste reformuler la question pour que tout le monde entende. Pourquoi 4 mètres dans notre proposition et pas 2,50 m comme les Suisses pour le stockage de la terre végétale? En fait, quand on a 30 cm de terre végétale à stocker, si c'est pour l'emprise d'une tranchée, les stocker sur 2,50 m, ça ne posera pas de problème. Quand on doit décaper toute une parcelle, ça représente des volumes tellement considérables que là encore, il faut faire des compromis. Et ce compromis, il a été arrêté à 4 mètres. On ne peut pas faire des cathédrales parce qu'on sait qu'on va avoir des phénomènes de tassement. Bon, voilà. Dans l'idéal, effectivement, moins de 2 mètres, voire 2,50 m maximum, ça aurait été ce qu'il faut. Mais en fait, derrière, ça fait des emprises de stock, des emprises supplémentaires sur généralement des parcelles agricoles pour faire du stockage. Donc finalement, on ne compense pas tous les effets, on continue à consommer de l'espace agricole. Alors, ils ne sont pas sacrifiés. Honnêtement, on n'a pas suffisamment de retours pour vérifier dans quel état vont se retrouver ce mètre 50 qui va se retrouver en dessous du tas. Et puis, on est obligé de donner des règles générales, enfin des directions, mais selon l'état d'humidité initial, quand on a déplacé les matériaux, selon le matériel qui va être mis en œuvre, et selon la texture, la nature même de ces matériaux, est-ce qu'on a des sols plutôt argileux, plutôt limoneux, plutôt sableux, etc. Donc cette couche de terre végétale, puisque c'est de celle-là qu'il s'agit, on aura des comportements différents. La teneur en matière organique joue également parce qu'il se crée des phénomènes anoxiques de décomposition de cette matière organique en l'absence d'oxygène qui peuvent aussi être néfastes à l'activité biologique et au maintien d'une certaine activité à l'intérieur du tas. Donc, c'est un compromis, mais qui n'est pas forcément assis sur des bases scientifiques définitives. Voilà. La recherche sur les préparations, différents modes de stockage, c'est-à-dire l'usage qui sera fait de ces terres, on retrouve la initiale, combien de temps? Alors, j'aimerais bien vous répondre oui. Les Suisses ont beaucoup travaillé sur cette question. Ils ont une réglementation pléthorique là-dessus. Qui s'appuie effectivement sur un volume on va dire de publications qui nous semble intéressant. De notre côté, nous, dans le champ de l'agriculture, on fait un peu de recherche, mais ce n'est pas notre mission principale.
Et on essaye plutôt, on va pas parler de recherche, mais on essaye plutôt de recueillir un certain nombre de références. Et donc c'est pour ça que quand je parle de retour d'expérience, c'est là que on peut dire oui, ça a marché ou non, ça n'a pas marché. Et donc c'est plutôt sur ces retours d'expérience qu'on fonctionne nos préconisations. Pour tout vous dire, juste à côté du bureau, j'ai un tas de terre végétale qui doit faire un bon 4 mètres, qui est stocké depuis quelques années maintenant, en attendant son utilisation ultérieure, et qui va me servir de recherche de référence. Dès qu'il va être bougé, je vais pouvoir aller faire quelques échantillons, puis les soumettre à des analyses, notamment biologiques, pour voir quelle est l'activité biologique au cœur du terrain. Ah oui, oui, ça a été évoqué tout à l'heure par Sophie, mais on peut avoir un certain nombre d'indicateurs de l'activité biologique, par exemple, sur nos sols en place, et pourquoi pas sur des sols mis en dépôt, bien sûr, oui, oui, bien sûr. On sait mesurer ça. Oui. Ok, merci. Une dernière question, Jean-David? Qu'est-ce qu'on reproche au scraper par rapport à l'hydraulique? Alors, le scrapper, il bouge tout, il ne respecte pas la structure du sol, et, La pelle, si. et l'appelle beaucoup plus. C'est beaucoup. Bah, déjà, elle fonctionne avec un régime dynamique, une vitesse d'évolution qui est beaucoup plus lente que pour un scrapper. Et le scrapper circule sur le sol en place avant de l'enlever. Et il circule avec des pneus. Et ça, les pneus sur des parcelles agricoles, on n'aime pas trop. Même des pneus agricoles, on n'aime pas trop. Mais alors des pneus. Il n'y a que ça. Alors, une dernière question, Johan. Qu'est-ce qu'on reproche aux adventistes et Alors, pourquoi il faut fausser? Alors, ce qu'on reproche aux adventistes, c'est la multiplication des graines. Et c'est pour ça qu'on veut les faucher aussi. C'est pour essayer d'éviter qu'elles montent en graines, qu'elles se multiplient et derrière qu'elles génèrent des problématiques de salissement des parcelles, c'est-à-dire de levée de mauvaises herbes, ce qu'on appelle mauvaises herbes pour faire simple, dans les parcelles agricoles qui vont être reconstituées à partir de ces matériaux, quoi. Oui, alors c'est ça. Une des photos que je vous ai montrées, ça spontanément, il y a de la végétation qui s'est développée. Oui, mais ça vit. Enfin, l'agriculteur, il n'aime pas voir des chardons ou des kénopodes sur ces tas de terre qui vont multiplier le stock de graines, voire se disséminer, s'envoler dans les parcelles limitrophes. Donc, broyage, enfin, en tout cas, ou fauchage ou pâturage pour maintenir cette végétation et, si possible, mise en place d'une végétation concurrente et qui soit facile à maîtriser. Donc, voilà, je vous ai montré sur une des diapos, il y avait un mélange de trèfle voilà, qui était proposé, quoi. Voilà. OK, merci. De votre attention. Ben, merci beaucoup. Je reprends le partage pour passer la parole à Anne. Ça doit être bon. Pardon, mais